De retour. Bon, bah, nous, on a discuté un petit peu, on a trouvé plein de choses. Je vais en donner quelques-unes avant qu'on échange ensemble. On a trouvé que ralentir, c'était quand même important. Karine a dit de ne pas trop s'en fixer dans la journée aussi, pas trop se fixer, apprendre à ne pas trop se fixer d'objectifs. Faustine a dit important de faire un bilan en fin de journée. Karine a dit important de la motivation au début de journée aussi, de prendre quelques minutes en se disant voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui est important. Ça, on ne le fait pas, mais c'est un temps précieux, ça. Dans le livre de Rasmus Hougaard, ça, c'est vraiment présent, ça, quand on arrive au travail, de se dire voilà, qu'est-ce qui importe vraiment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est une protection contre les distractions qui vont venir, parce que si c'est vraiment ça qu'on doit faire, au moment où un collègue va venir nous parler en nous disant tu ne veux pas regarder ça, on va dire non, écoute, il faut que je termine ça. Ça empêche de partir sur une autre activité. Il y a aussi cette méthode Pomodoro, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est 25 minutes d'activité sans distraction, 5 minutes on boit un verre, on va aux toilettes, on discute, on consulte un mail, mais réussir à garder des plages sans distraction. Moi, je le fais et je médite toutes les demi-heures. Je fais une petite méditation de calme mental de 2 cycles de 10 respirations pour à chaque fois continuer à être en pleine conscience autant que possible. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? J'appelle ça la méthode comment? La méthode Pomodoro. Pomodoro. Une application où toutes les 25 minutes, ça fait un ping et puis ça. C'est une méthode de travail pour concentrer le travail dans 25 minutes, parce qu'ils ont trouvé que 25 minutes, c'était le temps pendant lequel on pouvait vraiment être concentré au niveau du cerveau, et c'est bien, c'est une bonne... Il faut faire attention à t'appuyer sur le bouton pause. Il faut faire attention à ne pas oublier Elle dit il ne faut pas appuyer sur le bouton pause, parce que sinon on fait c'est 25 minutes, ça fait 3 heures. Je vais juste 2 minutes de plus de pause, pas échec. Ah ouais, il y a 3 heures, en effet, je suis en train de travailler. Voilà, de votre côté, qu'est-ce que vous avez J'ai pensé à un truc par rapport à ce que tu viens de dire. C'est aussi consacrer des temps de distraction. Par exemple, moi, les mails, je fais 2 fois par semaine. Ouais. Se concentrer des temps pour justement les distractions. Choisir un peu ces distractions aussi, choisir du temps pour les choses. Ça, c'est dans la perspective, on pourrait dire, non bouddhiste. Mais après, au niveau de la distraction, dans le bouddhisme, je pense qu'il y a d'autres étapes où on peut un petit peu travailler. C'est aussi se remémorer des problèmes liés à la distraction, se remémorer la préciosité de l'existence, l'impermanence. Ça, c'est vraiment des thèmes qui ne font pas simplement de notre pratique quelque chose d'une optimisation aussi. On n'est pas simplement là pour optimiser nos journées, on est là aussi pour tirer pleinement profit de cette existence. Et faut pas en faire une optimisation seulement. Vous avez quelque chose je suis sûr que vous avez trouvé des choses à partager. Quelqu'un veut rapporter les idées? Catherine, ton micro est coupé. Ah oui, forcément, c'est mieux comme ça. Donc, nous, dans notre groupe, on a évoqué différentes pistes. Une première qui est en fait une chose que toi-même avait suggéré à plusieurs occasions qu'on a discuté ensemble, c'était de s'établir des séquences d'action dont on ne se laissera pas détourner. Et Rémi disait, il vaut peut-être mieux raisonner par petites séquences dans un premier temps, et puis ensuite, éventuellement, en fonction de nos capacités, voilà. Et donc, ça, finalement, s'astreindre, c'est pas un joli mot, mais à respecter la séquence telle qu'on l'a envisagée. On s'est dit aussi qu'on pouvait entraîner l'observation des impulsions, s'entraîner à l'observation de nos impulsions. Parce qu'en fait, quand on voit l'impulsion au moment où elle arrive, c'est plus facile à ce moment-là de dire stop que dès qu'on a engagé l'action, c'est beaucoup plus difficile.
Et puis, on a beaucoup parlé de vigilance parce que Malika était très gênée par le mot de contrôle. Donc, du coup, on a discuté de ce mot-là et on s'est dit que finalement, c'était développer la vigilance. Évidemment, il ne s'agit pas d'un contrôle rigide, mais plutôt d'une présence à son propre esprit. Oui, on s'est dit aussi qu'on pouvait essayer de repérer les activités qui, pour chacun d'entre nous, sont particulièrement susceptibles de nous fragmenter, de nous azimuter, je ne sais pas comment on peut dire, quoi, et d'y être plus vigilant, justement, aussi. Et puis, on a aussi parlé d'activités physiques du genre yoga, marche, randonnée, qui peuvent, en nous reconnectant à notre corps, ramener du calme. Voilà. Alors, tu as complètement raison dans les textes. La vigilance, c'est une forme de sagesse, la vigilance. C'est de percevoir ce qui est en train de se passer quand ça se passe. Et c'est aussi d'un peu augurer ce qui va se passer aussi. C'est ce que tu as dit. Voilà, cette journée, je sais que ça, c'est le danger. Et il y a 3 étapes. Comment ça va se passer si je fais rien? Comment il faudrait que ça se passe? Et d'avoir une résolution forte à la fin. Parce que ça nous permet d'avoir ces alarmes mentales au moment où ça va se passer, de se dire, ah oui, tu te souviens ce que tu as dit, François. Tu te souviens comment tu as préparé le truc. Ne tombe pas dans le panneau. Donc, la préparation aussi en amont permet de garder une forme de conscience. Faustine parlait de rester conscient du souffle. Et je disais que dans le bouddhisme Theravada, pour vraiment garder cette vigilance, il faut aussi, on peut établir la pleine conscience du corps. C'est-à-dire garder une conscience du corps, suffisamment de lenteur pour ne pas se laisser glisser dans l'oubli. C'est aussi une méthode pour ne pas laisser libre cours à nos distractions. Mais je pense qu'une des plus importantes qui soit, c'est de continuer à comprendre que la distraction est un problème. Parce que sinon, toutes ces méthodes-là, si elles ne sont pas motivées, on ne les emploiera jamais. Le plus important, c'est passer du temps mental, de la réflexion à comprendre le problème qui est lié avec la distraction. Plus on sait que c'est un problème, plus on va mettre en place de techniques pour lutter contre la distraction. Je pense que c'est vraiment, dans tous les sujets du LAMRIM, et par rapport à ces facteurs mentaux, la première chose, c'est la motivation. Et la motivation, elle naît de exactement ce qu'on a fait ce matin, mais d'y voir encore plus de temps aussi. C'est-à-dire d'en faire un ennemi de cette distraction. Pas un ennemi intérieur, on crée une forme d'aversion pour soi, c'est pas du tout ça. Mais c'est cet ennemi qu'on a analysé comme étant à la source de beaucoup de nos tracas. Et dans l'autre groupe, quelqu'un veut rapporter? Annie? Je pourrais essayer, oui. Moi, si tu veux, rien de nouveau. En fait, tu viens de faire la liste de ce qu'on avait trouvé. Mais ce qui me réjouit, et je pense que c'est partagé par le groupe, c'est qu'on se retrouve sur la même longueur d'onde. En fait, la réflexion aboutit aux mêmes idées, on se rejoint dans la méthode. Donc, on parlait dans notre groupe des micro-méditations, d'essayer de garder le fil conducteur de la journée, de faire des méditations formelles, certes, comme un entraînement formel de l'esprit, et puis d'essayer de couper, pas forcément, bon, je ne sais pas à quel intervalle, mais d'essayer de couper consciemment plus d'une fois dans la journée, pour respirer 2-3 fois et pour faire un tout petit peu le bilan que Martine a suggéré. Oui, certes, rechercher le calme mental, mais aussi, si on est emporté dans certaines émotions, les nommer ces émotions, ce qui permettrait peut-être un retour plus facile au calme mental. Et comme ça, par un moyen de méditation informelle, de garder le fil conducteur de l'esprit de l'enseignement. D'accord, ok, oui. Oui, très bien. Et je peux rebondir là-dessus en disant, le but de la méditation, c'est pas que ce soit le temps de la méditation, c'est que ce soit répété ensuite à maintes fois et que ça soit tellement répété que ça devienne une habitude.
D'être imprégné. Les micro-méditations, c'est pour habituer l'esprit à faire que ce qu'on a développé, cette impulsion qu'on a développée pendant la méditation, elle devienne une habitude. Et si elle est une habitude simplement pendant l'étincelle de la méditation, eh ben, c'est pas vraiment une habitude. Donc, s'habituer à répéter ces choses-là encore et encore en dehors du coussin de méditation, c'est une manière d'adopter quelque chose. Donc, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas seulement de regrouper sa méditation sur le matin et de garder des micro-méditations ou des moments où le but est d'être conscient de tout ce qu'on fait. C'est d'être conscient du temps, des mouvements, de nos paroles. Alors, pour certains, ça peut sembler un cauchemar, ça, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucune comment dire, fantaisie. Spontanéité. On est en contrôle de tout. Et ça, j'en ai parlé une fois avec ma maman, elle a trouvé ça assez cauchemardesque, cette idée. Oui, oui. Bah oui. Essayons-le et on verra assez rapidement les bienfaits que ça peut avoir. Parce qu'il y a aussi ce côté social, on a parlé avec Karine. Je disais, moi, Thich Nhat Hanh, j'ai un énorme respect pour lui parce qu'il est en contrôle, il est dans une forme de lenteur, mais parce qu'il contrôle son corps, son esprit, ce qu'il dit. Et Karine trouve ça un peu, elle connaît pas Thich Nhat Hanh, mais si quelqu'un devait parler lentement, ça semblerait... non, 1 mètre, c'est différent. Si quelqu'un, en effet, dans une discussion, parle hyper lentement, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Oui, si tu dis des choses grand les yeux et les oreilles, il n'y a pas de... Oui. Non, mais elle a raison, mais on est aussi défini, on s'identifie à la rapidité aussi, parce que c'est un signe d'intelligence que d'être rapide. Ce n'est pas un signe d'intelligence nécessairement, en tout cas de la manière dont c'est perçu socialement, de parler lentement. Et moi, j'aimerais tellement pouvoir parler un peu lentement, mais si je commençais comme ça à vous parler de la méditation. Un stop. Oui, mais en même temps, c'est parce que tu forces le truc. Je pense que si c'était une lenteur qui te venait spontanément, ça serait pas pareil. Exactement. Tu as complètement raison. Alors, on va voir maintenant l'antidote à cette distraction. Je vous laisse couper vos micros, si vous voulez bien. On va voir l'antidote de cette distraction. Et l'antidote de cette distraction, c'est la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Est-ce que quelqu'un connaît une définition de la pleine conscience? Pleine conscience que j'ai traduit de Samadhi, S-M-R-R-T-I, du sanskrit, S-M-R-T-I, Samadhi. On pourrait penser qu'il manque une voyelle, mais c'est un petit peu comme ça. Hein. Samadhi ou Sati. Sati en pali. Et Sati, S-A-T-I, mais il doit y avoir un accent avec une barre, je crois, sur le A ou sur le I. Et dans le Satipatthana Sutta, c'est un des grands sutras du canon Pali, du canon du bouddhisme Theravada d'Asie du Sud-Est, dans les 4 établissements de la pleine conscience, que Thich Nhat Hanh plébiscite beaucoup d'ailleurs. Et c'est pas le seul, parce que c'est vraiment une pratique absolument centrale du bouddhisme d'Asie du Sud-Est. Les 4 établissements de la pleine conscience. Donc nous, on traduit en français par pleine conscience, on peut le traduire par souvenir, on peut le traduire par mindfulness, ça c'est l'anglais. Mais ce qui est important, c'est pas le definiendum, c'est pas le mot lui-même, c'est ce qu'il recouvre. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, samadhi? Samadhi, la définition, c'est le non-oubli de l'esprit pour un objet familier. C'est de ne pas oublier avec l'esprit un objet familier. Et sa fonction est la non-distraction.
Donc, de tous les antidotes qu'on peut présenter pour la distraction, ceux qu'on a vus tout de suite là dans la discussion sont hyper importants. Hein. Pas penser que la pleine conscience, c'est l'organisation de sa journée, savoir lutter contre ces perturbations mentales, savoir déminer nos attachements, nos petites addictions. Ça lutte déjà contre la distraction, mais c'est pas l'antidote direct. L'antidote direct, c'est exactement l'inverse de la distraction. Si la distraction, elle est un éparpillement de l'esprit, d'un objet à un autre, l'encre qui va conserver notre esprit sur un objet, c'est ça l'antidote. Plutôt que d'être fragmenté, d'aller sans arrêt d'un objet à un autre, c'est de ne pas oublier un objet, un seul. Et ça, c'est la porte d'entrée dans la pratique du calme mental, ça. C'est la deuxième faute, c'est le deuxième problème qui est posé dans la pratique du calme mental. La première étant le manque d'enthousiasme. On n'a pas envie de méditer. Et une fois qu'on a envie de méditer, il faut apprendre à ne plus oublier. Ne plus oublier l'objet de méditation. Donc, il y a 3 parties dans cette définition. C'est le non-oubli. Donc, la pratique de la pleine conscience, samadhi, est totalement liée à la mémoire, on peut dire, mais c'est pas d'être capable de se souvenir si jamais on vous demande. Samadhi, c'est pas est-ce que tu te souviens du nom de ton chien quand tu avais 3 ans, par exemple? Oui, je m'en souviens. C'est de s'en souvenir tellement qu'il est présent dans votre esprit et activement présent dans l'esprit. C'est pas simplement le souvenir d'être capable de se souvenir, c'est le souvenir actif. Je me souviens du souffle parce que je suis vraiment dessus. C'est pas je me souviens du souffle. Tu médites sur le souffle, tu l'oublies pas. Donc, si on te demande sur quoi tu es en train de méditer, tu pourras te souvenir que tu médites sur le souffle. C'est pas ce type de souvenir. C'est le souvenir d'être vraiment en temps présent, activement connecté au souffle. Et parce que je suis connecté au souffle, je ne l'oublie pas. C'est une force, la pleine conscience. C'est une force qui, plus elle est développée, moins elle oublie. On parle d'ailleurs de glue mentale. On a l'esprit à travers la main et on a l'objet sur lequel on va se méditer, le souffle par exemple. Au départ, on ne tient pas vraiment l'objet. On est distrait très rapidement. Et puis la pleine conscience, elle va commencer à engluer l'esprit sur son objet. Et puis il y a un moment, on quitte plus l'objet. Mais on a encore des distractions. L'esprit est encore un peu comme ça, il a envie de se défendre. C'est ce que j'ai dit ce matin, qu'il était l'excitation et la léthargie. La léthargie, ça va être la tendance à faire bouh. L'excitation, ça va être tendance à se débattre comme ça. Et puis petit à petit, l'esprit va se calmer et va complètement demeurer en un point, totalement fixe, totalement figé. Et à partir de là, naît une énorme félicité mentale, un énorme bliss en anglais, une impression de bonheur qui a d'équivalent dans aucune des consciences sensorielles. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire comme expérience, mais qui, une fois qu'on est là, on va pouvoir méditer sur ces choses qu'on visualise, les choses qui ont de l'importance, et se laisser complètement transformer par la clarté et l'intensité de cette visualisation-là, de cette compréhension. Parce qu'aujourd'hui, quand on a la préciosité de l'existence, on a notre esprit, on essaie de méditer dessus. On fait hop, comme ça. Là, l'esprit, il est ailleurs, le repas de ce soir, le truc, on fait hop, on y revient. Allez, hop, hop. On fait autre chose et on fait hop, comme ça. Et au final, en 20 minutes de méditation, notre esprit aura passé peut-être 4 secondes sur l'objet. Et en plus d'une qualité d'une concentration qui est très limitée. Donc, la pleine conscience, la première chose, c'est qu'elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas parce qu'elle est serrée, elle est refermée sur l'objet. Elle n'oublie pas. Donc, quand on médite sur le calme mental, c'est pour ça que c'est important de savoir reconnaître la qualité de la pleine conscience aussi. Est-ce que j'ai un sentiment d'être vraiment sur l'objet? Est-ce que j'ai une certitude qui va avec?
parce qu'une pleine conscience de mauvaise qualité, on est en train de se focaliser sur le souffle, on médite sur le souffle, mais on n'est pas vraiment sûr qu'on est sur ce qu'il faut. On se dit, est-ce que je suis vraiment sur l'objet? On n'est pas tout à fait sûr. Donc la pleine conscience, la première chose qu'elle doit avoir, pas la première chose, mais si elle est de bonne qualité, il doit y avoir un sentiment de certitude. Ah ouais, c'est exactement ce que je dois faire. Et je sais que je n'oublie pas parce que je sais que je suis dessus. Ça, c'est la première caractéristique de cette pleine conscience, c'est qu'elle n'oublie pas. La deuxième, c'est que son objet est familier. L'objet est familier. On ne peut pas se souvenir de quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas se remémorer quelque chose qu'on n'a jamais connu ou qu'on a totalement oublié. Et ça a un attrait particulier dans la pratique du calme mental. Si on ne sait pas sur quoi méditer, si au départ de la méditation, on ne sait pas si ça va être le souffle, une visualisation, ou si on n'a pas déterminé très clairement quel est cet objet sur lequel on va se focaliser, ben on va errer naturellement. Ce qui nous fait penser peut-être que pour avoir cette pleine conscience qui lutte contre la distraction dans la journée, il faut être familier de ce qu'on va faire aussi. Familier des choses qui vont être nos activités de la journée. Si on ne sait pas du tout qu'est-ce que va nous apporter la journée, comment on peut avoir une absence de distraction puisqu'on ne sait même pas quelles vont être les activités principales. Vous voyez un petit peu? Donc l'objet de la pleine conscience doit être un objet pour lequel on a obtenu une certaine familiarisation. Dans les visualisations, ça c'est très très clair. Parce que le souffle, on médite sur le souffle, on n'a pas besoin de le chercher, le souffle, il est là. Ben oui, ça y est, j'ai le souffle. Mais une visualisation, on ne commence pas la pratique en disant « Ah, ça y est, je visualise un Bouddha, ok. » Ça ressemble à quoi un Bouddha déjà? Bon, il a deux jambes, ça c'est sans doute. Hein. Il a des couleurs. Donc, si on commence la visualisation comme ça, on n'est pas vraiment, l'objet apparaît pas à l'esprit du tout, puisqu'on se souvient même pas les capacités, la structure de ses habits, les couleurs, les impléments, ce qu'on appelle les objets qu'il possède. Donc, il faut se familiariser avec l'objet avant même de commencer une méditation de visualisation, c'est-à-dire qu'on dessine mentalement. Les Tibétains, eux, ils se mettaient devant des tankas où ils peignaient même, jusqu'à temps qu'ils aient mémorisé chacune des parties, les couleurs, pour qu'ensuite, naturellement, ils aient fermé les yeux et ça apparaisse, tout simplement parce qu'ils ont tellement habitué leur esprit à visualiser ces choses que ça apparaît naturellement. Le peintre de Nalanda, Sonam, c'est un grand maître népalais qui habite à Nalanda en ce moment, il me disait que lui, il passe des centaines, des milliers d'heures à dessiner des Bouddhas, et il me dit, mais il les visualise naturellement, sans aucune difficulté, il ferme les yeux, ils apparaissent, tout simplement. Donc, la familiarisation de l'objet est quelque chose d'important. On ne peut pas se souvenir et avoir un souvenir de l'objet si on ne l'a pas préalablement rendu certain. La troisième, sa fonction est la non-distraction. La fonction de la pleine conscience, c'est de la non-distraction de l'esprit. Donc, c'est l'antidote. Et je vais me servir de ça pour parler d'un sutra du canon Pali, encore une fois, ça s'appelle le Chapana Sutta, qui parle de comment on exprime cette distraction. Mettons qu'on ait 5 animaux, une hyène, un crocodile, un oiseau, un chien et un singe, et qu'on les attache chacun à une corde. Une seule corde, ils soient tous rattachés à un même nœud, on pourrait dire. Eh bien, celui qui va être le plus fort, il va tirer tous les autres.
Le crocodile, quand il va vouloir aller dans l'eau, il va tirer le singe et le chien. Le chien, quand il va vouloir aller dans le village, il va tirer l'oiseau. L'oiseau, quand les autres vont dormir, il va vouloir aller à l'arbre, il va tirer l'arbre. Et en fait, notre distraction, c'est un peu ça. Chacun de ces 5 animaux, c'est les 5 portes d'essence, les 5 sens. La distraction, c'est ça. Si j'ai dans la sphère visuelle quelque chose qui m'attire, immédiatement, ça va tirer toutes les autres consciences, les consciences olfactives, les consciences gustatives. Et notre distraction, c'est ça. Tout ce qui paie le prix le plus fort va gagner dans l'attention qu'on va porter. Et la priorité, c'est ça. Ce qui a le plus de poids, celui qui va être le plus fort, va gagner dans ce combat-là. C'est ce qui arrive sans arrêt. Chaque fois qu'on est distrait, c'est parce que cette chose a gagné dans le combat. Elle a gagné par rapport aux autres choses, par rapport à l'activité dans laquelle on devrait être aussi. Si on doit écrire un livre et qu'on est distrait par Facebook, c'est parce que Facebook a gagné dans à tirer la corde vers lui. Et le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de créer un poteau dans lequel on va attacher tous ces animaux. Et le poteau est un emblème de la pleine conscience dans le bouddhisme. C'est le pilier de la pleine conscience qui fait que ces choses-là vont pouvoir tirer, elles ne vont plus emmener l'esprit. Parce qu'on va avoir ce poteau qui est cette ancre du souffle, de la conscience du corps, de la conscience de notre esprit. Ça peut être énormément d'objets, mais c'est cette encre qui fait que nos consciences, elles vont continuer à pousser un peu, mais elles ne vont plus nous emporter. Donc l'analogie de l'encre, elle est tout à fait similaire à cette analogie du poteau, du pilier, dans lequel toutes nos consciences, elles vont pouvoir tirer, elles n'emporteront pas notre esprit. Donc si la distraction était semblable à ces animaux qui sont laissés en divagation, accrochés à leur corde, l'inverse de la distraction, ça va être de créer cette encre, de créer ce pilier fermement établi dans le sol. Donc la fonction de la pleine conscience, c'est la non-distraction. Donc on reste profondément concentré sur quelque chose. C'est la protection pour ne pas divaguer. Rester concentré sur ce qu'on fait. Ne pas oublier cette chose-là. Et donc en faire un entraînement. Et plutôt que de choisir des objets excitants, on médite rarement sur le repas de ce soir, par exemple. Je visualise le repas de ce soir parce qu'on ne va pas pouvoir tenir une pleine conscience. Parce qu'on va on va papillonner, c'est possible, ce serait possible. Mais c'est beaucoup plus facile de se laisser emporter quand on médite sur quelque chose pour lequel on a de l'attachement. Et le but de la méditation n'est pas de nous le faire grandir cet attachement. Et je vous ai dit ce matin que la pleine conscience n'était pas nécessairement quelque chose de vertueux par nature. On peut ne pas oublier les choses qui sont destructrices. Par exemple, quand on est en colère contre quelqu'un, on a de la pleine conscience pour les défauts de cette personne. On passe 2 heures à se remémorer, mais en fait, cette personne, c'est un profiteur. C'est vraiment une vacherie, cette personne. Il est bête, je pense qu'il a toujours été comme ça. Je pense que quand il était dans le berceau, il devait déjà être idiot. Et on n'oublie pas, là. On reste vachement concentré, on a une visualisation claire, on ne pense pas à autre chose. On est complètement dans une forme de pleine conscience qui n'est pas de très très bonne qualité, mais qui n'oublie pas de se remémorer les défauts d'une personne. Donc, et la transe excuse-moi, et la transe, en fait, c'est quoi alors du coup les gens qui rentrent en transe? Je sais pas. Est-ce que c'est une pleine conscience plus ou au contraire une super distraction? Je sais pas parce que je connais pas la transe personnellement et je sais pas exactement ce que ça pourrait être la transe.
Quand on entend des artistes dire avec une guitare, voilà, qu'ils sont partis en transe alors qu'ils font des choses merveilleuses, entre parenthèses, ou même en peinture, j'ai déjà entendu ça des gens qui peignent. Et la transe peut être pour les artistes interprètes. Moi, j'ai été comédien. Je sais que quand on atteint un niveau de concentration dans vraiment ce qu'on fait, c'est une forme de. On a tellement répété qu'on se laisse partir dedans et c'est une forme de grande concentration aussi. Moi, je pense que les grands artistes interprètes sont des gens qui peuvent se concentrer beaucoup. Je lisais Yehudi Menuhin, qui était un des plus grands violonistes, enfin moi, celui que je considère comme un des plus grands. Il faisait du yoga et pour lui, la concentration était hyper importante. Glenn Gould aussi, grand pianiste. C'est des gens qui avaient une hygiène de vie hallucinante et étaient très concentrés. Après, c'est pas vraiment une transe parce que c'est pas dans le sens où ils partent comme ça. Je sais pas exactement. Ça, ça peut être un peu plus ésotérique. Je suis pas sûr que ça. Je sais pas exactement. Je peux pas trop répondre à cette question, mais donc la pleine conscience. Et d'ailleurs, quand on est attaché à quelque chose, quand on veut posséder quelque chose, c'est très facile de pas l'oublier cette chose-là. Sauf que cette pleine conscience dirigée vers quelque chose pour lequel on a de l'attachement, ça ne nous sert pas parce que ça perpétue cet attachement. C'est pour ça qu'on choisit le souffle. Le souffle, c'est un terrain neutre. Le souffle, c'est quelque chose qui est un peu indéterminé, qui en plus apparaît sans arrêt, qu'on n'a pas besoin de visualiser pour qu'il apparaisse dans l'esprit. Donc, voilà les trois parties de la pleine conscience. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Karine? C'est quoi la différence entre pleine conscience et concentration? Ah! Pourquoi est-ce qu'on dit pleine conscience et pas concentration? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelle est la différence entre pleine conscience et concentration? Alors, la pleine conscience, vous savez la définition, la concentration, la définition, c'est un esprit qui demeure en un point sur un objet imputé. Sa fonction est de servir de support à la connaissance. Vous n'êtes pas obligé de le noter, hein. On fera peut-être une journée d'ailleurs sur la concentration. C'est un esprit en un point sur un objet imputé. Sa fonction est de servir de support à la connaissance. La différence entre la concentration, quand on a de la concentration, on a nécessairement de la pleine conscience. Mais quand on a de la pleine conscience, on n'a pas nécessairement de la concentration. La pleine conscience, c'est simplement qu'on n'oublie pas quelque chose, mais on peut avoir encore un peu un éparpillement de l'esprit. La concentration, c'est en un point, c'est-à-dire c'est comme un laser. Il n'y a pas d'autres perturbations. La concentration, c'est l'accomplissement de la pleine conscience, on pourrait dire. On commence par la pleine conscience, on n'oublie pas le souffle, mais on a encore plein de petites perturbations mentales, on a encore plein de petits grésillements. La concentration, c'est ce qu'on atteint à la fin de la pratique du calme mental, on atteint ce facteur mental concentration. Et la différence entre la pleine conscience et la visualisation? Alors, la différence entre la pleine conscience et la visualisation. La visualisation, c'est l'objet qui a été choisi par la pleine conscience. On peut choisir des objets physiques ou des objets mentaux. Quand on choisit des objets mentaux, c'est souvent une visualisation. Donc, visualisation, ça veut dire simplement qu'on visualise quelque chose mentalement. C'est pas le... Donc, on a observé ce matin que la distraction était potentiellement problématique. Donc ça devient notre nouvelle observation. La conclusion de ce matin, c'est l'observation de notre deuxième partie de journée. On observe, bah oui, la distraction, ça m'emmène dans des choix que j'ai pas vraiment choisis. Ça produit du stress, ça me fait perdre du temps et toutes ces choses-là. Donc vient ensuite l'hypothèse. Quelle hypothèse on pourrait faire?
émettre, ben, on pourrait émettre que la pleine conscience, c'est l'inverse de la distraction et que si on s'y habitue, ben, cette pleine conscience, sur un objet vertueux, elle est capable de nous rendre plus heureux, de nous apporter plus de satisfaction. Même si sur le moment, on a l'impression qu'on prend sur nous, même si sur le moment, on a l'impression qu'on doit dire non à quelque chose qui nous semble agréable. Et ça, c'est le vrai cœur du problème aussi, de quel rapport on a à toutes ces expériences agréables quand elles apparaissent. Parce qu'on a de l'attachement pour les objets, mais on a tellement d'attachement aussi pour l'expérience même des choses, pour ces sensations agréables qui sont notre guide. On est guidé par nos sensations agréables, sans arrêt. Ça, c'est un truc qu'on peut observer aussi très souvent. Comment on réagit à ces choses désagréables qu'on reçoit, à ces expériences. Immédiatement, est-ce qu'on a de l'aversion? C'est souvent le cas. Et pour ces choses plaisantes qui sont dans la sphère de notre expérience, est-ce qu'on n'a pas immédiatement la volonté de s'en saisir? Dans la méditation de pleine conscience, on apprend à se dessaisir, à se libérer de ces choses-là en les laissant aller. On a cette expérience agréable, on pense qu'il faut absolument le faire, on pense que c'est la priorité, ben on va pas le faire. Et comment on va ne pas le faire? On va rester sur l'objet, on va rester sur le souffle. Et quand on cesse de donner du pouvoir à ces distractions, les distractions vont se calmer dans l'esprit. Parce qu'elles n'existent que parce qu'on les nourrit. Donc l'hypothèse, c'est que si on s'habitue à cette pleine conscience, non seulement on diminue la distraction, mais on produit beaucoup plus d'expériences satisfaisantes. Exactement l'inverse de l'hypothèse de ce matin, en fait. L'hypothèse de ce matin, c'était la distraction produit potentiellement des expériences insatisfaisantes, alors qu'elle nous donne l'impression qu'elle va nous diriger vers les expériences satisfaisantes. Elle nous leurre. C'est l'heure des émotions perturbatrices. Le leurre de la distraction, c'est que on le fait, on change de sujet, on change d'objet de concentration parce qu'on a l'impression que ça va nous apporter quelque chose. Et ça nous piège. On est prisonnier de cet appât-là, ouais, c'est un appât, c'est l'appât de l'esprit. Et ces appâts-là sont bien déguisés en plus dans notre esprit. On a vraiment l'impression sur le moment qu'ils existent de cette manière, qu'ils sont complètement incroyables. On y croit. Dans la voie spirituelle, c'est aussi énormément apprendre à douter de ses propres perceptions. C'est pas de se laisser porter par toutes ces perceptions qu'on a en disant c'est la réalité. Ça, c'est une grande illusion de penser que toutes ces choses qui apparaissent à mon esprit représentent la réalité. Savoir douter de son propre esprit, savoir remettre en question ses propres mécanismes. Quand, sur le moment, ça nous apparaît tellement vrai qu'ils existent de cette manière. Savoir douter de son propre esprit. Dans la méditation et dans la méconnaissance, c'est fondamental. C'est que non seulement on arrive à douter de son propre esprit, mais on va douter de la manière dont ce propre esprit façonne toute la réalité autour de nous. La déconstruction, l'amplification du doute par rapport à notre esprit grandit jusqu'à un niveau incroyable dans le bouddhisme, jusqu'à même déconstruire l'idée que les choses, elles existent de la manière dont elles apparaissent, qu'elles existent de manière intrinsèque. Mais ça nécessite de commencer à douter un petit peu de toutes ces choses qu'on a dans notre esprit, douter un peu de ces élans qu'on a. Et comment on arrive à douter, le doute il s'exprime parce qu'on ne s'engage pas justement dans ces élans. On se réfrène un petit peu.
Et on peut se réfréner que quand on a compris avec profondeur la motivation des problèmes liés à la distraction. Donc, ce qu'on a fait ce matin, c'est vraiment ce qui nourrit la pleine conscience. Donc, à travers la méditation, on pourrait faire une méditation d'hypothèse, pardon, pas l'hypothèse, d'expérience. Comment on pourrait dessiner cette méditation maintenant? Dites-moi. Comment on peut essayer d'inférer ou de comprendre si oui ou non cette pleine conscience qui me fixe sur l'objet va m'apporter quelque chose de satisfaisant? Parce qu'à l'inverse de ce matin, c'est vraiment pas ce qui nous apparaît. On médite 5 minutes sur le souffle, c'est chiant c'est terrible. Ça peut nous arriver comme ça peut nous sembler comme ça, par rapport à toutes ces choses qu'on a envie de faire, ces trucs magnifiques qu'on peut faire avant le couvre-feu. Je pourrais sortir, aller chercher à manger, me faire un bon petit plat. Au lieu de ça, je perds mon temps à méditer sur le souffle qui change pas, qui reste. En plus, j'ai l'impression de m'entendre ronfler, ça fait un bruit bizarre. Donc, comment reconnaître que cette méditation sur le souffle, elle nous sert vraiment? Parce qu'à ce moment-là, elle ne nous apparaît pas du tout comme nous servir, comme quelque chose qui nous sert. Et ce qu'on fait là, c'est à la fois de diminuer le pouvoir de nos distractions et de commencer à augmenter le pouvoir de la méditation sur le souffle, par exemple. Parce que si on médite et que les distractions ont cette emprise et cette qualité dans l'esprit que la méditation, ça nous semble une perte de temps sur un objet qui est complètement ennuyeux, la priorité dans l'esprit au moment où on va méditer, ça va être d'aller vers là, ça va pas être d'aller vers le souffle. Donc, ce qu'il faut, c'est une inversion de l'échelle de valeur. Et l'inversion de l'échelle de valeur, c'est de reconnaître que la pleine conscience, elle est fondamentale dans reprendre de l'empire sur son esprit, de la force sur son esprit, et tout ce que ça peut nous permettre de faire. Quelles sont les qualités de la pleine conscience? Voilà une méditation qu'on pourrait faire, qui est un antidote finalement, qui est l'expérience. Quelles sont les qualités de la pleine conscience? Qu'est-ce que ça m'apporte de rester sur le souffle? Quelqu'un veut s'exprimer? Ça apporte la paix. Est-ce qu'on y croit, ça vraiment, ça nous apporte la paix? Est-ce que vous y croyez? Mais est-ce que la paix, c'est pas d'avoir ce qu'on a envie aussi? C'est pas la même paix. Ça nous apporte la paix. Est-ce que ça vous apporte toujours la paix quand vous méditez sur le souffle? Pas forcément au moment même. Non, pas forcément au moment même. Mais enfin, je peux parler que pour moi. Parfois, c'est tout d'un coup, je vais faire des méditations, ça va marcher plus ou moins bien selon les jours. Bon, je vais être plus ou moins contente du résultat. Et pourtant, à un moment donné, je vais me rendre compte dans ma journée qu'effectivement, il y a un calme de l'esprit qui s'est installé sans forcément que je m'en sois aperçue au moment même. Ouais, d'accord. Ok, quelqu'un d'autre veut... Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Je discutais avec un ami ce matin qui avait abandonné sa pratique pendant des mois et il m'a dit, j'ai recommencé parce que je me remémore que en fait, ça m'apporte toujours quelque chose dans la manière dont je perçois ma journée, dont les choses se déroulent. Et oui, Rémi? Oui, là en réfléchissant, ça me permet juste de mettre un frein à une émotion qui prend trop d'importance. Et je donne un exemple, je me réveille d'un mauvais pied, je vais méditer après, le fait de m'être réveillé, mal réveillé, c'est complètement oublié, parti. Ouais, ça permet de se défaire de quelque chose aussi. Quand on a des soucis, de reprendre conscience du souffle, ça permet de se libérer de ces choses-là aussi. Thich Nhat Hanh dit, c'est comme de mettre fin à un incendie. Quand il y a un incendie et que
on a eu un problème au travail et que l'incendie, c'est le problème au travail, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est rechercher le coupable. Mais Thich Nhat Hanh dit non, la première chose à faire, c'est de mettre fin à l'incendie, de calmer le feu pour prendre des décisions qui soient correctes. Donc, une fois qu'il y a eu cet incendie, le but, pour les gens qui sont déprimés ou des gens qui vont mal, on peut avoir envie de sortir de ça à tout prix, de chercher des solutions, il y a une urgence mentale, mais qui est elle-même un piège. Donc, une chose à faire, ça peut être déjà calmer l'esprit vraiment, calmer le souffle, laisser un peu la place à de la détente. Et sur cette base-là, faire un peu de réflexion, mais c'est difficile d'avoir des réflexions à chaud sans arrêt quand on est nous-mêmes très affligés, très perturbés mentalement. Moi, je trouve que ça guide et ça nous permet d'atteindre une réalisation. Ça nous guide et ça nous permet d'atteindre une réalisation. Dans quel sens? Dans le sens où, quand tu t'es justement focalisé sur quelque chose en particulier que tu as choisi, qui est une intention qui vient de toi, et ben, ça te permet de t'accompagner, de te guider dans cette direction. Et au final, comme tu as réussi, ça t'a permis de réaliser quelque chose. Oui. Vous avez entendu? Pas beaucoup, d'accord. Ben ça, en fait, comme on a choisi un objet, qu'on a décidé d'y passer du temps, ben ça nous conduit à réaliser cet objet, à le comprendre profondément. Et ce que tu dis, Karine, c'est exactement une des qualités du calme mental. C'est qu'en faisant ça, on arrive à réaliser la nature de la réalité, par exemple. En atteignant le calme mental, on atteint la nature de la réalité. Une des autres qualités du calme mental, c'est que les choses qui nous apparaissent sont waouh, sont incroyables. C'est pas juste oui, bon, ça fait sens, ok, c'est sympa le bouddhisme, hein. C'est sympa. Non, c'est que tout à coup, ça remplit tout notre être. Tout notre être, ça nous pousse dans une transformation qui est immense. Parce que la clarté mentale de l'objet sur lequel on médite, c'est entre de la VHS d'il y a 50 ans et de la 3D à la géode, la différence. Multiplié par 1000, c'est ça la différence. On le voit même sur les enfants, en fait. Tu fais l'expérience pendant une semaine sur ton enfant de 7 ans. Pendant une semaine, tu lui fais faire 20 minutes de méditation quand elle se réveille. Et puis, il y a une semaine, tu lui mets 20 minutes de dessin animé. Et tu t'aperçois que la semaine où tu lui donnes de la méditation, ben, je veux dire, automatiquement, elle va être plus posée, elle va être déjà plus calme, elle commence sa journée moins speed. Alors que dès que tu la mets devant des distractions et une télévision, après, ça devient une boule de flipper qui part dans tous les sens. C'est bien, je suis content que tu mènes des expériences sur tes enfants. Sur une semaine, hein, on essaie, voilà. C'est une expérience positive, hein. Au moins, oui. À méditer aussi parce que tu vois que ça marche sur les autres aussi. Ouais. Non, mais c'est sûr, ça marche pour les enfants. Calmer l'esprit, c'est universel, hein. C'est quelque chose qui fonctionne que pour les enfants. C'est des choses quand même. Non, mais c'est bien d'essayer de faire méditer les enfants, c'est vraiment super. Un enfant qui précède le moment d'aller se coucher, regarde des dessins animés ou avant, juste après s'être levé, c'est pas bon du tout, hein. Et d'ailleurs, un des moyens de mettre fin à la distraction pour nous, adultes, c'est au moins 1 heure avant d'aller se coucher, de mettre fin à tout ce qui est Netflix, Internet, les écrans et passer de l'ordre de la perception. Ça nous arrive pas, mais on gagnerait tellement de meilleure qualité de sommeil si on commençait à détendre l'esprit avant même d'aller se coucher. Parce que les dernières impulsions mentales qu'on a avant d'aller se coucher conditionnent complètement la nature du sommeil, des rêves, le repos qu'on a. Donc, pour lutter contre la distraction, c'est déjà aussi de se déconnecter longtemps avant de trouver le sommeil. Tu fais ça, qu'est-ce que tu fais pendant cette heure-là? Moi, ce que je fais, c'est que je médite, parce que je médite, mais tu peux aller faire une balade dans la nuit, tu peux faire une activité calme. Il y a plein de choses à faire.
Faustine disait qu'elle faisait un bilan à la fin de sa journée. On pourrait tirer un moment pour… et on se dit parfois, j'ai pas le temps, mais non, c'est que le temps, on choisit de le vouer à autre chose. C'est pas que, si on veut vraiment être honnête, on a tous du temps pour passer un quart d'heure dans la journée pour faire le bilan de la journée. C'est juste qu'on choisit autre chose au final. Il paraît qu'il y a des gens qui se préparent justement à la nuit. C'est-à-dire que la nuit, ils commandent des gens qui vont faire. Oui, ils préparent le sommeil. En fait. Oui. On peut préparer le sommeil. Le sommeil, certains disent… J'ai oublié quoi. Pardon? Karine, je suis désolé. J'ai fait un exemple de distraction là, mentale. Dit qu'on peut se préparer au sommeil aussi dans les minutes qui précèdent. Oui, dans l'âmerie, on prépare le sommeil en conservant pleine conscience, vigilance, la position, combien de temps on va dormir. On fait la même chose que pour la journée et la discrimination qu'au moment où on va ouvrir les yeux, on ne va pas rester à appuyer sur le réveil 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ce qui n'est pas facile, surtout les week-ends. Mais on prépare l'esprit au sommeil. Enfin bref. Quelles sont les autres qualités de la pleine conscience? Ben, on est dans le présent, on se sent bien aussi. On fait l'expérience d'une paix mentale intense. Combien de fois ça nous arrive d'être à 100% dans ce qu'on fait pendant 10 minutes? À 100% dans ce qu'on fait pendant 10 minutes. Et ça semble pas courir un marathon, hein, pourtant. Hein. Et ça montre à quel point aussi on a des distractions. Ce qu'on fait cet après-midi, ça met un peu en abîme la matinée de ce matin, parce qu'on se dit, mais c'est pas non plus, oui, 10 minutes, c'est pas… Est-ce que ça m'arrive d'être connecté au présent totalement, sans avoir d'interférence mentale? Et c'est là où on peut commencer à encore plus vouloir se dire, mais c'est important en fait, parce que ça me semble tellement basique en même temps, d'être totalement dans ce que je fais, d'être là, d'être présent à ma famille, présent à moi-même, observer simplement ce qui est. Un des bienfaits de la c'est non. Oui, Marie. Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Non, je voulais juste dire que j'ai observé quelque chose. C'est surtout dans la cuisine, quand je renverse un truc ou que je fais tomber un couteau par terre, peu importe. À chaque fois, je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, tu étais en pleine conscience? Bah, évidemment, non. C'est évident. Ça, c'est un truc qui m'est apparu récemment. C'est que quand tu as une maladresse, sauf exception, bien sûr, hein, mais c'est que tu étais en train de penser à autre chose ou que tu as voulu faire deux gestes en même temps. Ouais, c'est ça. Oui. Mais tu as raison, ça nous arrive souvent. D'ailleurs, moi, je le dis parce que je trouve ça rigolo, mais ça m'est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans. Je sortais de chez moi avec mon casque, avec mon scooter. J'avais mon scooter, ma poubelle. Et j'ai fait, je pense, 200 mètres dans la rue avec ma poubelle que j'avais oublié de mettre dans la poubelle. Et je suis arrivé pas très loin de mon scooter et j'ai rigolé. J'ai trouvé ça drôle. Oui. Complètement ailleurs, quoi. Je suis dans le métro. J'ai gardé mon parapluie ouvert. Karine a laissé son parapluie ouvert dans le métro. Pas dans le wagon, hein, même. Mais arrivé sur le quai, c'est normal. Bah oui, ça c'est des signaux qu'on n'est pas dans le corps, on n'est pas dans le présent là, à ce moment-là. Mais pourtant, on les regarde, on rigole, mais on se dit bon, oh, c'est rigolo. On se dit pas que c'est le signe de quelque chose qui peut être assez profond aussi. De ralentir, d'être là, d'être vraiment présent. Parce qu'on peut décliner ça à l'existence entière, de voir le temps qui passe, combien de temps dans ma vie j'ai été totalement dans le présent. Et là, on peut percevoir une forme de priorité, d'importance, d'urgence, même à se dire, waouh, mais c'est vraiment important de cultiver ça, de ne pas se laisser
partir sans arrêt par ces distractions parce que ce sont les facteurs qui empêchent d'être totalement là. Or, il semblerait que ce soit assez primaire d'être là, puisque l'existence n'existe que dans le présent. Il n'y a pas d'autre espace que le présent. On n'a pas d'autre espace temporel que le présent. Quand on est dans le passé, quand on est dans le futur, on est en fait dans le présent, mais on l'a oublié. On n'est jamais ailleurs que dans le présent. On ne peut pas vivre dans le futur. On ne peut pas vivre dans une autre dimension temporelle. On vit tout le temps dans la nôtre. Mais quand on est dans le futur, c'est qu'on a oublié. Quand on est perdu dans le futur, c'est qu'on a oublié qu'on était dans le présent. Donc, ne pas oublier qu'on est dans le présent, ne pas oublier, c'est la pleine conscience. Ne pas oublier. Ne pas oublier. Et quand Annie disait de faire des petites méditations dans la journée, c'est dans ce but-là de ne pas oublier. Ne pas oublier. OK? On va faire une petite pause. On se retrouve à 4h05 pour la dernière séance, où on va terminer sur une méditation et continuer un peu sur la pleine conscience. Et puis, voilà, vous avez des questions? Ça va? Ok, bon, ben, à 16h05. À tout à l'heure. Pour suivre cette dernière session, juste petit récapitulatif de la journée. Ce matin, observation, la distraction existe, elle est là, présente dans notre esprit. Hypothèse, ben, elle peut être nuisible, voire c'est sa fonction de l'être. En dépit de ces micro-satisfactions qu'elle nous donne l'impression de produire, sa fonction, c'est quand même de nous faire perdre le contrôle sur notre esprit. Donc ça, c'était l'hypothèse, et qu'à travers cette méditation, une petite étincelle qu'on a eue peut-être seulement, hein, on peut commencer à se dire, waouh, c'est un vrai sujet, la distraction. Conclusion, c'est un vrai sujet. Oui, la distraction produit potentiellement des expériences insatisfaisantes. Cet après-midi, on prend cette conclusion de la matinée. La distraction produit potentiellement des expériences insatisfaisantes. Et on va avoir une hypothèse, peut-être que l'inverse de ça produit des expériences satisfaisantes. Peut-être que plutôt que de se laisser errer comme un petit canot en pleine mer, si on crée des ancres, est-ce que ça produirait pas l'inverse? Est-ce qu'on ne prendrait pas contrôle à nouveau sur notre esprit? Donc, la méditation qu'on va faire, c'est une méditation à la fois pour observer les qualités de la pleine conscience, et puis aspirer à la développer dans notre esprit aussi. Ça, je pense que c'est un des enseignements les plus importants qu'on puisse trouver pour créer la force d'agir, observer les qualités de quelque chose avec sagesse, avoir la conviction qu'elles existent, ces choses-là. Et quand on a la conviction qu'elles existent, ces choses-là, on commence à avoir l'envie de les posséder, on commence à avoir envie de le faire. Et l'inverse est vrai. Quand on commence à voir les problèmes de quelque chose, on commence à avoir l'envie de s'en séparer de quelque chose. On ne peut pas mettre fin aux distractions si on n'a pas vu que la distraction posait problème. Pour avoir envie de se séparer de la distraction, il faut avoir considéré ces problèmes. Donc il faut, dans cette méditation qu'on va faire maintenant, observer suffisamment les bienfaits de cette pleine conscience, le fait de, voilà, d'être dans le présent, d'être connecté à son corps, d'être connecté à son souffle, d'être connecté à ses pensées, au monde intérieur,
comme un moyen de reprendre contrôle sur nous-mêmes. Et ça peut se comprendre parce que chaque fois qu'on fait cet effort de se focaliser, c'est déjà l'inverse complet de cette fragmentation de l'esprit. Faire l'effort de se focaliser, c'est déjà l'inverse de la distraction. Plus on amène encore et encore l'esprit sur son objet, plus on fait le travail inverse de la distraction. Donc, les qualités de la pleine conscience, on va voir si elles existent vraiment. C'est une hypothèse de travail. On ne sait pas qu'elles existent encore. Parce que ça peut être conceptuellement, on peut le comprendre, mais expérientiellement, on peut s'asseoir sur le coussin et trouver ça bien plus ennuyeux de méditer sur le souffle que de se laisser dériver aussi. Et la distraction, les gens qui sont multitâches, il a été prouvé que ces micro-distractions produisent des éclairs de dopamine dans le cerveau. Il y a de la dopamine qui est relâchée dans le cerveau. Je ne sais pas si après ça va dans le corps tout entier, je ne sais pas où ça se passe vraiment la dopamine, mais il était montré qu'il y avait un circuit de la rétribution aussi à l'échelle physiologique dans le cerveau. Donc on a l'impression que la distraction, ça nous sert. Donc nous, on va essayer de faire en sorte de valider que la pleine conscience, ça nous sert maintenant. Donc on va faire un travail d'imagination. Imaginons-nous être du matin au soir présents. Imaginons-nous les activités dans lesquelles nous, présentement, on n'est pas du tout concentrés. Imaginez les faire avec concentration. Parce que quand on le fait, on peut se dire « Waouh, mais c'est peut-être possible en fait ». Et quand on sait que ça devient possible, on commence à aspirer à vouloir le faire. Et quand on sent « Waouh, ce serait top quand même ». Plutôt qu'être sans arrêt courir en train de courir après une chimère, on peut avoir à disposition devant nous quelque chose dans lequel on va être à 100%. Je suis sur le canal Saint-Martin, là, c'est pas le canal Saint-Martin, si c'est le canal Saint-Martin. Je suis sous le long du canal Saint-Martin, qu'il fasse beau ou mauvais, je suis complètement là. On devient moins tributaire des circonstances extérieures. On peut être présent n'importe où. Et ça, c'est redonner de l'implication au monde intérieur aussi. Qu'en fait, on n'a pas besoin de tous les paramètres extérieurs pour être heureux. C'est aussi être capable d'être focalisé, d'être 100%, d'accepter. C'est un travail d'acceptation aussi. L'acceptation, c'est un des leviers de la pleine conscience également. Le contentement, c'est un levier de la pleine conscience. Quand on veut développer la concentration, un des prérequis, c'est le contentement. Avoir peu de désir, peu d'attachement. Quand on a peu de désir et d'attachement, naturellement, ben voilà, on est satisfait de ce qu'on a. Et quand on est satisfait de ce qu'on a, notre esprit n'oublie pas, il reste concentré sur ce qu'on a. Mais nous, on a tellement l'imagination de choses incroyables qui nous attendent. Incroyables parce qu'elles ont été amplifiées par nos perturbations mentales, qu'on passe complètement à côté de ces choses superbes qui ont lieu sous nos yeux. D'accord? Donc, on va essayer d'imaginer une journée, comment ce serait si j'avais aucune distraction. Donc, vous pouvez le mettre en position de méditation si vous le souhaitez.
peut nourrir notre réflexion d'un souvenir aussi. On a été, semble-t-il, très très présent, très en paix. Se remémorer ça aussi. Se remémorer des variations de concentration de notre esprit. Essayez de vous souvenir d'un de ces moments où vous avez été très dans le présent. Comment c'était? Comment vous vous ressentiez à ce moment-là? Se souvenir à quel point d'être totalement présent rend facile la joie, le confort, la paix, la satisfaction.
Alors, quelles sont ces qualités de la pleine conscience? La principale, c'est que parce que nous choisissons vers quoi diriger l'esprit, on reprend une forme d'emprise sur notre esprit, on reprend une forme de contrôle, de latitude, de liberté. Alors essayez de déterminer comment à travers la méditation. Posez-vous des questions. En quoi est-ce que le fait de me focaliser sur quelque chose me fait retrouver une liberté mentale? En quoi le fait de me focaliser sur quelque chose me fait retrouver une liberté mentale? En quoi le fait de me focaliser sur quelque chose me donne la joie de retrouver du pouvoir aussi sur mon esprit? En quoi me focaliser sur quelque chose, le souffle par exemple, m'habituer à me refocaliser sur quelque chose, produit en moi la joie de retrouver un peu plus de pouvoir
Et peut-être qu'à l'observation de ces qualités, on commence naturellement à avoir une aspiration à posséder cette pleine conscience, à être plus souvent dans le présent, à créer ces ancres, ces poteaux, ces piliers qui empêchent notre esprit de vagabonder. Et cette aspiration, on peut méditer dessus, on peut se dire, voilà, puissais-je avoir un peu plus de ça? Et comme au début de la méditation, on peut essayer de visualiser cette fin de journée, par exemple, en se disant, voilà, comment est-ce que je voudrais que cet enseignement s'inscrive dans l'expérience de cette fin de journée? Comment je vais faire en sorte de l'intégrer, cette pleine conscience? Donc, vous pouvez tous visualiser comment les choses vont se dérouler, qu'est-ce que je vais essayer de faire pour la tester, pour essayer d'être un peu plus conscient, un peu plus dans cette glu mentale. On peut aller dans les détails, chacun de notre côté, sur comment va se passer la fin de la journée, comment on va essayer d'implémenter cette pleine conscience, des choses qu'on va pouvoir faire différemment. Et quand on comprend un peu plus ce que ça peut nous permettre, cette pleine conscience, cette observation du présent, des choses du présent, ne pas oublier cette glu mentale, alors on aspire petit à petit à l'intégrer. On va faire une
petite pause, mini-pause. Vous allez pouvoir vous étirer un petit peu si vous le souhaitez. Quand les qualités apparaissent, l'esprit se dirige naturellement vers ces qualités. Plutôt que de se forcer à méditer en disant ah, « il faut que je médite sur le souffle », il vaut mieux arrêter de méditer. Il vaut mieux ne pas méditer même. Il vaut mieux passer du temps à se dire « mais voilà, qu'est-ce que ça m'apporte? Quels sont les problèmes de la distraction? Est-ce que je crois vraiment au fait que de me focaliser sur le souffle, ça va m'apporter quelque chose ?» Parce que si on pense que non, les bienfaits vont peut-être être présents, mais limités. En revanche, quand on commence à se dire « waouh, ce serait super si j'étais en conscience des choses sans arrêt, au lieu d'attendre des choses extraordinaires de ma vie, je pourrais faire quasiment des choses extraordinaires de tout ce que j'ai devant moi, puisque je serai présent, puisque j'aurai ce contentement. » Donc, évidemment que ça rend plus heureux. Parce qu'on n'attend pas ces choses extraordinaires qui viendront jamais, puisqu'elles ont été amplifiées, exagérées par l'esprit. Les choses exagérées, les choses pour lesquelles on a d'attachement, ne pourront jamais nous satisfaire parce qu'elles n'existent pas. En revanche, être présent à toutes ces choses infinies qui sont devant nous, pour autant qu'on ait du contentement, on va en profiter. Donc cette pleine conscience, elle fonctionne. Elle fonctionne dans cette hypothèse. Est-ce que la pleine conscience va m'apporter quelque chose? Bien évidemment. Mais encore faut-il reconnaître ses qualités et avoir le souhait de l'adopter, de se porter sur cette chose-là, de rester dans la concentration. Et quand on visualise les choses du passé, les choses de l'avenir, on se dit, ouais, si je les faisais avec un peu plus de pleine conscience, comment ce serait? Naturellement, on se dit, mais ce serait beaucoup mieux. Et on commence à se dire, waouh, mais je peux le faire. Et si on l'imagine à l'avenir, on peut commencer à se dire, mais pourquoi je ne commencerai pas maintenant? Eh bien, je vais le faire, tiens, allez, le souffle. Et là, on a inversé la tendance. On se dit, ces choses imaginées qui ne fonctionneront jamais parce qu'elles sont exagérées, eh bien, de toute façon, je les réduis. Et ce souffle que je pensais être juste un truc de bouddhiste, de hippie ou de New Age pour perdre son temps, en fait, c'est une porte d'entrée vers une forme d'accomplissement, de retrouver contrôle sur son esprit, de se sentir beaucoup mieux, d'avoir à gérer ses problèmes avec beaucoup plus de facilité. Et cette inversion fait que naturellement, quand on s'assoit sur le coussin, hop, le souffle est tout à fait autre chose. Le souffle est quelque chose dans lequel l'esprit va naturellement glisser. Mais il faut y aspirer, et pour y aspirer, il faut reconnaître les qualités. Donc on va terminer par à peu près une dizaine de minutes de méditation sur le souffle, précédée d'ailleurs par encore un peu de cette aspiration, se dire, voilà, puissais-je avoir un peu plus de conscience, puissais-je avoir un peu plus de... Ce serait bien. Vous pouvez répéter ces mots intérieurement si vous le ressentez. Ce serait bien si j'avais plus de... Si j'étais plus dans le présent, si j'étais plus accroché aux activités que je fais, aux activités primaires. Cet accrochage, c'est cette pleine conscience, cette bulle mentale. Dans ces activités intermédiaires de la journée, marcher, faire la cuisine, ce serait magnifique si j'arrivais à faire la cuisine complètement présent, sentir l'eau qui coule, regarder les formes, être présent simplement à ces choses qui arrivent dans mon évier. Ce serait super si chaque fois que je travaille, je sois complètement présent dans ce que je fais. Quand je sois en famille, je sois totalement là. Je sache faire
le passage d'une activité primaire à une autre, sans arrêt penser que je puisse faire plein de choses en même temps. Et avant qu'on commence cette méditation sur le souffle, en quoi pensons-nous personnellement que la pleine conscience, c'est l'inverse de la distraction? Parce que tant qu'on ne reconnaît pas que la pleine conscience, c'est totalement l'inverse de la distraction, on n'est pas vraiment porté à cette pleine conscience. Donc essayez de raisonner pourquoi la pleine conscience, c'est l'inverse de la distraction. Parce qu'on va avoir conviction que la pleine conscience, c'est l'antidote à la distraction. C'est l'antidote. Ce n'est pas l'antidote à autre chose, c'est l'antidote à la distraction. L'un, c'est notre esprit qui nous contrôle, et l'autre, c'est nous qui contrôlons l'esprit. C'est en ça l'antidote. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, nous allons la mettre en action, ne pas oublier. On ne va pas oublier le souffle maintenant. Parce que ça permet plein de choses. J'inspire, conscient que j'inspire. J'expire, conscient que j'expire. Et il n'y a rien d'autre. C'est simple, c'est basique. Et pourtant, ça permet de grandes choses. On peut faire quelques cycles d'irrespiration.
Et dans le deuxième cycle, on va penser qu'à chaque inspiration, notre esprit s'englue un peu plus dans le présent, dans cette importance du présent, du souffle. Elle s'englue dans le souffle. Et comprenant les bienfaits de la pleine conscience, on va inspirer et l'esprit va s'unir même au souffle, va se fusionner au souffle. Indifférencié du souffle. Il va plonger dans le souffle, comme de l'eau dans de l'eau. Et on va à présent conclure. Est-ce qu'on pense que cette hypothèse que la pleine conscience est l'antidote à la distraction et qu'à l'inverse de la distraction peut nous faire vivre des expériences plus satisfaisantes? Je vous laisse à présent conclure personnellement.
Et cette conclusion n'est pas juste une phrase, c'est un entraînement lui-même, un entraînement de conviction à répéter, oui, cette pleine conscience apporte beaucoup plus de bienfaits que la distraction. Oui, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler, que j'ai envie d'amener dans mon existence, sur lequel j'ai envie de me familiariser, j'ai envie de m'absorber là-dedans, d'en faire quelque chose d'important. Toutes ces paroles qu'on peut avoir, ces pensées qui nourrissent ça, c'est une forme de conclusion de cette journée, de ces deux expériences, mais qui fait également de cette conclusion un entraînement. Une résolution. Parce qu'on n'arrive pas à une conclusion, parce que c'est la fin de la journée, de toute façon, il faut conclure. Hein. Il faut l'observer dans l'esprit comme une expérience individuelle ou pas. Mais même si on n'a pas d'expérience, même si on a l'impression que ça ne servait à rien, c'est peut-être déjà une exagération, ça a peut-être déjà servi à éclairer cette micro-lumière, de se dire, voilà, c'est peut-être un peu plus important que ce que je pensais. Et ça peut donner lieu à une petite conclusion, pas espérer d'avoir de grandes réalisations, hein. Mais c'est parfois par ces petites étincelles qu'on va y revenir encore et encore, et on va en faire une vraie pratique, et l'esprit va se transformer. Donc, est-ce que vous pensez que ça donne lieu à une conclusion ou pas? Qu'est-ce que vous en avez conclu? Est-ce que oui, la pleine conscience peut nous aider? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de pratiquer plus? Quelqu'un veut partager peut-être? Catherine? Oui, je ne sais pas trop comment, je cherchais des mots en fait. D'accord. Mais oui, je me dis c'est quelque chose qui rassemblerait un petit peu plusieurs choses que tu as dites aujourd'hui. Dans ce que j'ai ressenti là sur cette dernière méditation, c'est au fond, ce serait rien d'autre que ce qu'il y a maintenant. Je ne sais pas si c'est juste, mais tu vois, je me dis, voilà, arriver à être sur rien d'autre que ce qu'il y a maintenant. Ça paraît très simple et puis c'est pourtant pas... Parce que finalement, la distraction, c'est tout ce qui n'est pas là. Enfin, tu vois ce que je veux? Je sais pas. Hein, là, je suis un peu en freestyle, là. Non, mais tu as raison. On doit pouvoir redonner de l'importance aux choses présentes parce que nos réalisations, elles sont présentes. Elles sont des expériences du présent. Mais toutes les choses qui importent ne sont pas nécessairement des choses du présent. C'est pour ça qu'on aspire à la transformation. Tu étais là hier. Tu sais, il y a des choses qui sont importantes.
le refuge, la transformation intérieure, la bodhicitta sont des aspirations portées sur l'avenir, mais elles existent parce que elles ont préalablement été émises par des esprits qui sont profondément dans le présent aussi. Elles ont été produites par des esprits qui réalisent le présent, qui n'ont plus ces perturbations C'est pour ça que les poisons sont les 3 poisons sont des poisons, c'est parce qu'ils nous empêchent de voir dans le présent. Et les réalisations qu'on a sont les choses qu'on voit dans le présent. Les choses elles-mêmes n'existent pas nécessairement dans le présent, mais les choses, la conscience est une conscience du présent profondément. Bon, ben c'est très bien. Ben, je pense qu'on va faire une petite dédicace et puis on va terminer pour cette journée Donc, la prochaine fois, vous voudriez l'équanimité? Oui? T'aimerais bien, Karine? Bon. Parce que si c'était la bienveillance, oui, Annie? Tu avais prévu quoi pour la prochaine fois? Tu voudrais choisir, Annie, hein? Non, ceci dit, est-ce que ça perturbe ton idée, ton programme, ta planification, c'est ça? En fait, la planification, c'est celle que j'avais donnée, mais elle peut être changée. C'était la bienveillance, normalement. C'est pas aussi, mais je vais voir si c'est possible de changer. Je vais regarder avec le centre si c'est possible. Et puis, de toute façon, ce sera publié sur le site parce qu'en fait, j'avais complètement oublié que aujourd'hui, c'était l'équanimité. J'avais oublié que ça avait été publié sur le site. Pardonnez-moi. C'est très bien qu'on ait fait la distraction. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Oui, je suis d'accord, c'était important. C'est très important, en fait. C'est très important de l'avoir fait. Surtout qu'on est dans une période où on entend beaucoup de gens qui veulent se distraire. C'est une expression qui revient souvent. Ouais. Après, c'est toi qui vois, au niveau de ouais. Tête, bah, moi, j'ai pas grand-chose en tête, hein, donc je peux m'adapter. Si vous voulez l'équanimité, c'est un beau sujet, ça, l'équanimité. Hein. Écoute, tu réfléchis et tu fais ce qui te semble bon. Ok, merci. Ouais. Je verrai ce qui est possible. Je verrai avec Arnaud aussi, parce que je pense que c'est lui le boss. Ok, donc on va avoir une petite dédicace altruiste. Un souhait que ces choses qu'on a un peu mieux comprises peut-être aujourd'hui, sur lesquelles on a médité, sur lesquelles on a porté notre esprit, voilà, on souhaite que ce soit bénéfique pour nous à l'avenir, que ce ne soit pas l'être morte, mais qu'on puisse y revenir encore et encore, parce qu'on a tous individuellement ce souhait d'être plus heureux. Voilà. Puissions-nous acquérir plus de sérénité, de paix à l'avenir. Dans ces temps difficiles, puissions-nous dépasser les obstacles, aller à l'encontre de ces obstacles avec résilience, courage, paix, sérénité. Et puis, toutes ces micro-transformations devenir des petites transformations qui deviendront des moyennes transformations, qui deviendront des grandes transformations, et que tous les effets de ces transformations dans notre comportement, nos paroles, notre mode de vie, puisse cela être bénéfique à notre famille, aux êtres autour de nous, à nos proches. Puisse cette pleine conscience devenir virale.
et puissions-nous à l'avenir et autant que possible apporter des bienfaits aux êtres autour de nous. Et je vous laisse quelques temps pour formuler aussi cette motivation altruiste que ce qu'on a fait aujourd'hui, voilà, espérant que, souhaitant avec conviction que cela se ressente dans notre comportement pour aider les êtres, pour avoir une dédicace personnelle pour des personnes qui en ont particulièrement besoin. Merci. Merci à tous. Merci. Passez une excellente Merci, François. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci François. Merci. Prenez soin de vous. Et puis, dans 15 jours, il y aura une nouvelle session Sciences de l'Esprit si vous êtes intéressés. Les enregistrements seront en ligne sur le site du centre aussi, si ça vous intéresse. Voilà. À bientôt. À bientôt, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée.